Élèves de terminale S, bonjour. Dans cette troisième leçon sur les transferts thermiques, nous parlons de flux thermique et de résistance thermique. Après avoir défini le flux thermique à travers une paroi, nous verrons que la relation entre flux thermique et écart de température de chaque côté de la paroi permet d'introduire la résistance thermique. Nous donnerons alors un exemple d'application de cette relation. Voici la paroi, en général un solide. D'un côté, la température Tc, C comme chaud, de l'autre, la température Tf, F comme froid. Il existe un transfert thermique Q allant du corps chaud vers le corps froid, se faisant par conduction puisque nous supposons la paroi solide. Dans cette leçon, nous n'envisageons les échanges d'énergie thermique que par conduction. On parlera ainsi de conducteur thermique et de conductivité. Introduisons le flux thermique phi, où phi égale Q sur delta T, c'est-à-dire le transfert thermique Q qui traverse la paroi par unité de temps. Q est une énergie thermique en joules, delta T une durée en secondes, et phi en joules par seconde, c'est-à-dire en watts. Le flux thermique est donc une puissance thermique. La résistance thermique, comme son nom l'indique, résiste au transfert thermique. Elle sera d'autant plus grande que pour une différence de température donnée, le flux thermique phi sera plus petit. On a résistance thermique égale Tc moins Tf sur phi, avec l'écart de température en Kelvin ou degrés Celsius, phi en watts comme on vient de le voir, et en conséquence, la résistance thermique s'exprime en Kelvin watt moins 1. Pour calculer la différence Tc moins Tf, on peut soustraire indifféremment des températures en Kelvin ou en degrés Celsius. En effet, la température exprimée en Kelvin et que l'on note T est égale à la température que l'on exprime en degrés Celsius et que l'on note θ plus 273. Donc, Tc moins Tf égale, en remplaçant Tc par sa valeur, c'est-à-dire θc plus 273, et en faisant de même pour Tf, on obtient cette relation que l'on recopie sans parenthèse, que l'on simplifie par 273. On obtient donc la même chose en calculant Tc moins Tf en Kelvin ou θc moins θf en degrés Celsius. Attention, ceci n'est valable que lorsque l'on fait la soustraction de deux températures. Nous pouvons également définir la résistance thermique de la paroi de manière intrinsèque, c'est-à-dire en ne considérant que les caractéristiques propres de la paroi, sans faire intervenir des grandeurs extérieures comme les températures de chaque côté ou le flux thermique qui la traverse. Soit une paroi de surface S, d'épaisseur E, faite d'un matériau de conductivité thermique lambda. Si vous désirez isoler une habitation, il faut une paroi ayant la plus grande résistance thermique possible. Intuitivement, vous cherchez à augmenter l'épaisseur, qui vient donc au numérateur. Mais plus la surface S du mur est grande, et plus c'est difficile de résister à l'échange d'énergie thermique, et donc plus S augmente, et plus la résistance thermique diminue, S est au dénominateur. Enfin, la résistance thermique est proportionnelle à la résistivité thermique du matériau, c'est-à-dire à l'inverse de la conductivité thermique lambda. L'épaisseur E se mesure en mètres, la surface S en mètres carrés, la résistance thermique en Kelvin watt moins 1 comme vu précédemment, donc la conductivité thermique lambda s'exprime en watts mètre moins 1 Kelvin moins 1. Jetons un œil sur quelques conductivités thermiques en watts mètre moins 1 Kelvin moins 1. Le cuivre, très bon conducteur thermique, a une conductivité de 390. La brique, très utilisée dans la construction immobilière, 0,84. L'air est un très mauvais conducteur thermique, donc un très bon isolant, à condition toutefois de bloquer la convection.
C'est précisément ce que l'on fait dans le polystyrène expansé contenant plein de petites bulles d'air ou dans la mousse de polyuréthane. Signalons les PIV, panneaux isolants sous vide, ayant une conductivité thermique particulièrement faible, donc excellent isolant. Voyons maintenant quelques analogies entre l'électricité et la thermodynamique. Lorsque l'on impose une tension, c'est-à-dire une différence de potentiel V1 moins V2 aux bornes d'un résistor de résistance R par exemple, celui-ci est traversé par un courant électrique d'intensité I tel que V1 moins V2 égale RI. C'est la loi d'Ohm. De même, lorsque l'on impose une différence de température T1 moins T2 des deux côtés d'une paroi de résistance thermique RTH par exemple, celle-ci est traversée par un flux thermique phi tel que T1 moins T2 égale RTH phi. C'est, entre guillemets, la loi d'Ohm thermique. Voyons maintenant une autre analogie. Si on impose la différence de potentiel VA moins VB aux bornes de trois résistances montées en série, elles sont parcourues par la même intensité I identique à celle que l'on obtiendrait si on mettait entre A et B une résistance RAB égale R1 plus R2 plus R3. On dit que la résistance équivalente à N résistances montées en série est égale à la somme des résistances. De même, si on impose la différence de température Tc moins Tf de chaque côté d'un mur constitué de trois parois, une paroi 1 de résistance thermique RTH1 et qui pourrait être du plâtre par exemple, une paroi 2 de résistance thermique RTH2 en polystyrène expansé par exemple, et une paroi 3 de résistance thermique RTH3 en béton par exemple. Les trois parois sont parcourues par le même flux thermique phi, flux thermique identique à celui que l'on obtiendrait si on mettait entre C et F une seule paroi de résistance thermique RTH entre C et F égale à la somme des résistances thermiques. Nous pouvons réécrire chaque résistance thermique en utilisant l'expression vue précédemment. Par exemple, RTH1 égale 1 sur lambda 1, la conductivité thermique du plâtre, multiplié par E1, l'épaisseur de la paroi de plâtre, et divisé par S, surface de la paroi, plus le terme équivalent pour la paroi de polystyrène expansé, et idem pour la paroi en béton. Comme la surface S est commune, on peut mettre 1 sur S en facteur. Il existe en électricité une formule analogue à celle-ci. Mais on arrêtera là puisque vous n'étudiez pas l'électricité cette année. Appliquons nos connaissances pour résoudre un petit exercice à propos du sauna finlandais. Pour maintenir la température Tc égale 75 degrés Celsius à l'intérieur d'un sauna, alors que la température extérieure est Tf égale moins 18 degrés Celsius, on doit utiliser un chauffage de puissance 2800 watts. À l'intérieur, un thermomètre indique la température pouvant atteindre 120 degrés Celsius. C'est très difficile de tenir à plus de 80 degrés Celsius si l'on n'est pas habitué. Mais les Finlandais peuvent tenir beaucoup plus, parfois à plus de 110 degrés Celsius. Ensuite, soit on se roule dans la neige, soit on plonge dans l'eau du lac accessible grâce aux trous pratiqués dans la couche de glace superficielle. Revenons à notre exercice. Nous désirons calculer la résistance thermique RTH des parois du sauna. Nous appliquons la formule du cours, RTH égale Tc moins Tf sur phi, égale à Tc moins Tf sur P. En effet, et là nous anticipons un peu sur la prochaine leçon, puisque la température est constante, 75 degrés Celsius, cela signifie que toute l'énergie thermique apportée par le chauffage pendant une certaine durée, donc la puissance thermique P, compense exactement les pertes à travers les parois, donc le flux thermique phi. L'application numérique donne RTH égale 3,3 10 puissance moins 2 Kelvin par watt, résultat que nous conservons en haut à droite. On peut assimiler le sauna à un cube d'arête A égale 2 mètres. Les parois
sont constitués d'une épaisseur E1 égale 2 cm de bois, E2 de laine de roche et E3 égale 4 cm du même bois. On donne les conductivités thermiques du bois utilisé et de la laine de roche et on désire calculer l'épaisseur E2 de la paroi de laine de roche qui permet d'obtenir la résistance thermique que l'on vient de calculer précédemment. 3,3 10 puissance moins 2 Kelvin par watt. Réécrivons l'expression de la résistance thermique obtenue précédemment. Identifions les conductivités thermiques lambda 1 et lambda 3 à celles du bois et lambda 2 à celles de la laine de roche. Et identifions la surface S. S est la surface traversée par le flux thermique phi. Elle vaut 6 fois la surface A2 d'une face du cube. Dans la parenthèse, nous avons regroupé les termes en 1 sur lambda bois. On obtient donc 6a carré RTH égale E1 plus E3 sur lambda bois plus E2 sur lambda laine de roche en multipliant les deux membres de l'expression précédente par 6a carré. Puis, ceci en soustrayant E1 plus E3 sur lambda bois aux deux membres et enfin l'expression de E2 en multipliant les deux membres par lambda laine de roche. L'application numérique donne 2,6 cm. Naturellement, si l'on désire pouvoir monter plus haut que 75 degrés Celsius ou affronter des températures extérieures encore plus basses ou encore utiliser un chauffage moins puissant, on pourra doubler ou tripler cette épaisseur. Voilà, la leçon est terminée. La prochaine leçon sera consacrée à l'énergie interne. À bientôt!